Chateaubriand, dans les Mémoires d'outre-tombe, disait, parlant de Napoléon Ier, sa gloire a profité à son malheur, sa fortune nuit a laissé la place à l'outrecuidance, de chaque ambition, l'espoir d'arriver où il était venu. On parle de Napoléon. Maintenant, je vais vous présenter la photo. C'est pour ça que nous avons un rôle d'éducation du peuple. Bon dimanche et bienvenue à la messe. Si nous n'éduquons pas notre peuple, si nous ne prenons pas la parole, qui va le faire? Qui va faire? Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, le guide de la messe, tu as commencé le culte? J'ai dit bien sûr. Qui a déjà vu la photo de Toussaint Louverture? Si je demande à un Africain qui est Toussaint Louverture, il ne va pas comprendre, n'est-ce pas? C'est à chaque peuple, je ne sais pas combien de temps on va le répéter, c'est à chaque peuple de créer ou de commémorer ou de célébrer, de défendre la mémoire de ses valeurs, de ses icônes, de ses dieux. C'est à chaque peuple de les créer aussi. Il faut créer vos modèles. Qui connaît Toussaint Louverture? Nous avons le droit de parler de Napoléon. Mais comment on va faire le reproche aux descendants de Napoléon de parler de Napoléon? C'est là où les débats me fatiguent souvent. J'ai l'impression de vivre un rêve. C'est pour ça que je ne vais pas dans les plateaux télé. Je ne fais plus les plateaux télé, j'en ai créé pas mal. Parce que j'ai toujours l'impression que la vérité ne s'y trouve pas. On fait tout pour museler les gens. On fait tout pour détromper, pour tuer la vérité. Et pour moi, ce n'est pas ça, la liberté. Toussaint Louverture, j'aimerais vous le présenter en photo. C'est Toussaint Louverture qui est le premier noir, le général de France, à se lever contre l'injustice, la sauvagerie de l'esclavage, cette bestialisation de l'humain, et il s'est levé à Saint-Domingue, qui est aujourd'hui Haïti, et Haïti a payé pendant des années beaucoup de son lourd tribut pour avoir sa liberté. Toussaint Louverture. Donc, certains peuvent célébrer comme ils veulent, qui ils veulent, dire même que Napoléon était un dieu sur terre. Je leur concède, c'était un grand homme, mais il n'est pas grand, aussi grand que celui qui a refusé de se soumettre. Et nous devons donc ne pas oublier, mais si nos enfants oublient, ne lisent pas, si on ne leur raconte pas qui est Toussaint Louverture est un Jésus noir. Quand je dis Jésus noir, c'est pour que les Africains aient peur. Parce que le nom de Jésus est un nom qui nous fait peur, qu'on ne peut pas questionner. C'est un dogme. Voici Toussaint Louverture. Il n'y a personne au monde qui a livré une bataille comme lui. Personne. S'il y a une église en Afrique, s'il y a une église aux États-Unis, à Haïti,
aux Antilles, elle devait être à la gloire de cet homme. Chaque Africain, chaque homme épris de justice et de liberté devrait avoir cette image. Au lieu de coller vos poupées, au lieu de vénérer vos statuettes inutiles, c'est ça qu'on appelle des valeurs axiomatiques. Toussaint Louverture. Il n'était pas le seul humaniste, mais c'est le seul esclave qui s'est hissé général dans l'armée de l'Empire. Et au lieu de se ranger du côté des forts, il est allé reprendre la misère de son peuple. C'est ça qu'on appelle l'accomplissement. Alors les gens riches, grands entre guillemets, qui s'enferment dans leur palace pour jouir du caviar, n'entrent pas dans l'histoire. On est grand parce qu'on a laissé une trace. Les révolutions sont portées en réalité par des nobles, par des riches, par des savants qui payent de leur vie. Les titres des hommes, j'aimerais bien une couronne de député maire et ministre, mais je suis ministre de ma parole. Je suis porteur d'espoir pour des millions de jeunes, africains ou pas. Je suis fier de donner le savoir. Si j'ai les traits ce matin, vous me permettrez, j'ai dormi en forêt, c'est pas un jeu. En même temps, je me bats toujours pour être équilibré. Rentrer, prendre une douche, me mettre au frais, dans des conditions. C'est pas dur, mais c'est très difficile quand même d'être normal. On nous demande aujourd'hui de ne pas avoir de la prétention, de ne pas oser, mais on veut que le peuple se libère. Mais on célèbre les Napoléons, on célèbre les Toussaint Louverture. En face d'un homme dur, il faut un homme dur, 2 fois plus dur. Dans la vie, si vous avez des gens durs en face de vous, il faut qu'il y ait des gens plus durs que pour gagner. Toussaint Louverture a gagné Napoléon. Il a vaincu. Il a vaincu les forces de l'argent, du capital, de la puissance, des armes, par l'idée de la justice, la bonté. Et ça, c'est concret, c'est ton histoire. N'allons pas chercher loin ce que Dieu a mis sur nos pieds. Et vous savez pourquoi nous sommes pauvres? Parce que nous n'arrivons pas à faire la différence entre le caillou et le diamant. C'est quoi la différence entre le caillou et le diamant, peuple d'Afrique? J'attends vos réponses. Répondez. On nous fait le reproche aujourd'hui de vouloir bousculer les côtes, de vouloir guérir nos plaies. On nous demande d'être plats, de nous coucher à plat ventre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà accepté qu'ils sont plats. Ils sont bas. Il y a des gens qui ont déjà accepté qu'ils sont esclaves. Je pense que toute une vie est une vie de lutte. La vie n'a de sens que quand on change de condition, quand on refuse la place qu'on nous a donnée. Quand on naît, on nous donne une petite place et l'enfant dit non, pourquoi? Maintenant je vais marcher, je quitte le lit, le berceau. Je préfère jouer dans la boue. C'est pour ça que l'enfant aime la boue, pour être libre. L'enfant commence à manger le sable, à croquer les jouets pour dire non à la place qu'on veut lui donner. Même l'enfant, à 6 mois, 3 mois, commence à refuser les règles. Alors toi, tu es adulte, tu as attaché tes mains, tu suis tout ce qu'on te dit. On te tire comme un chien, on te mène comme un bœuf à l'abattoir, on te dit de célébrer leur histoire, on te dit de danser leur musique, on te dit de manger leur nourriture,
On dit de refuser qui tu es. On te dit de changer de couleur de peau. On te dit de raser tes cheveux pour mettre des plastiques. On te dit de mourir pour eux. Et la difficulté que nous on a aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît plus où est notre place. Tu es en Afrique, tu parles aux Africains, on dit tu exagères. Tu dis la vérité, tu blesses les gens. Laisse-nous là. Tu arrives ici, les audios, attention. Si on te donne le bout de pain là, c'est pas pour que tu ailles libérer tes frères. Donc tu fais comme nous. Change. Réfléchis comme nous. Voilà le fromage et le pain. La difficulté, c'est que quand tu es ici et que tu veux rentrer, on dit, lui là, il est un blanc. Il vient faire quoi ici? Chaque fois que j'ai voulu rentrer en Afrique, ceux qui sont inquiets de ma présence, c'est souvent les membres de ta propre famille. Quand tu viens pour 10 jours, c'est bon. 2 semaines, on tolère. 1 mois, ta propre famille commence à te dire, mais tu fais quoi ici? Retourne là-bas. Ici, tes idées nous gênent. Ta présence nous gêne. La maison que tu as construite là ne nous appartiendra plus. Donc, on t'a déjà tué. Tes idées nous dérangent. Nous, on aime notre président. On aime le tyran. On aime notre pauvreté. On est bien dans notre poussière. On est content d'être là. Pourquoi toi, tu viens vouloir nous bousculer? Qui t'a dit qu'on a un problème? Vous voyez des problèmes partout chez vous, là-bas, les Blancs. Il ne faut pas critiquer la poubelle qui ne se ramasse pas. Des chiens morts en route. Des cadavres qu'on porte sur des pousses dans des pousses en pleine capitale. Des gens qui célèbrent une pirogue parce que l'État n'a pas pu donner une barque, un pont pour une petite fiotte de fleuve, une rivière. Là où l'État n'arrive pas, les gens célèbrent le peu. Je ne critique pas. Je ne critique pas. D'ailleurs, nous allons voir aujourd'hui ce que c'est que la critique. Je vous salue, cher peuple. Et Numero Lomi, qui connaît qui je suis, sait que, et je l'ai dit hier, les gens qui viennent vers toi, généralement, n'ont rien à t'apporter. Ils viennent te prendre quelque chose. Et ils te font douter de toi. Quand nos frères, les colons, sont arrivés sur nos côtes, ils ont trouvé mon arrière-grand-père, le King Pass Hall, Manyanya Mukoko. Il avait déjà une flotte, comme tous les grands chefs de la côte. On avait des flottes qui portaient 150 personnes, qui allaient commercer à Calabar, qui faisaient 1000 nœuds. On transportait tout. Et aujourd'hui, on a des pirogues qui portent 10 personnes. Et on célèbre. Ça veut dire qu'il y a une régression progressive de la pensée. Il ne faut pas leur faire une critique. C'est un manque de vision. Ils ne savent pas. Rousseau disait que ceux qui savent parlent très peu et ceux qui ne savent pas parlent beaucoup. Moi, je ne parle pas, je cause. Et ce n'est pas parce que j'ai cité Rousseau. Pour grandir, je vais vous dire ça en anglais. We have to think big and start small and persevere. Nous, on ne persévère pas. On ne start pas small. On ne think pas big. On fait l'inverse. On se décourage. Donc, ce matin, dites non au découragement. Il faut persévérer. Et ça va intégrer les notions de patience. On en a déjà parlé ici. Mais la répétition est la mère des sciences. Sinon, c'est la mort de la conscience.
La répétition est la mère de la science, sinon c'est la mort de la conscience. Tila. On a tellement d'enseignants, mais qui s'enseignent eux-mêmes. Il faut enseigner les autres. La deuxième règle ce matin dans cette messe de ce dimanche, une messe moderne dépoussiérée, parce que je n'ai pas honte d'être le pasteur Bissog, le Mpépé, parce que pasteur, je suis petit-fils de pasteur, de grand catéchiste, de grand porteur de parole. Ce n'est pas une honte de faire la messe, mais qu'est-ce qu'on met dans la messe, le contenu. L'expérience a montré que la règle des 7 va nous sauver la vie. La règle des 7, ça veut dire qu'il faut jouer avec les enfants jusqu'à 7 ans. Soyez leurs amis, amis avec vos enfants pendant 7 ans. Et il faut que vous les enseignez pendant 7 ans. Tout dans la vie, c'est la règle de 7. 7 ans d'études supérieures vous donne l'équilibre pour ceux qui peuvent arriver. 7 ans pour grandir. 7 ans, à l'âge de 7 ans, l'enfant prend ses marques définitives. Je salue le peuple de la côte. Je salue aujourd'hui 9 mai, justement le peuple Batanga, le peuple Sawa, le peuple Ndowe, le peuple Nkomi. Les Nkomi se retrouvent jusqu'au Congo, jusqu'au Gabon, de la Guinée équatoriale, toute la côte africaine. Au Cameroun, ils vont de Campo à Manfé et ils arrivent jusqu'à Los Cocos, jusqu'à Port-Gentil, Pointe-Noire, Matadi, au Congo, toutes les côtes là, les gens bougeaient par la côte comme des serpents. Ils serpentaient la côte. C'est le royaume Congo. Et je salue ce peuple aujourd'hui qui est traumatisé encore par les effets dévastateurs du colon. Les Allemands sont arrivés il y a 2 siècles environ. Je n'ai pas envie de faire des cours d'histoire, mais c'est votre histoire et vous devez le savoir. Quand la guerre mondiale, la première a commencé, c'est-à-dire les gens créent leur guerre, nous on lutte là-bas. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Étienne Noubi, mon frère et partenaire, qui a toujours été là. Ne t'arrête pas de soutenir le Mpépé. Alors, c'est une histoire formidable parce que la Première Guerre mondiale éclate pratiquement au Cameroun. Ça, vous ne le savez pas. Parce que les enjeux, ce pays-là est un pays, c'est un triangle de Bermude. C'est trop dangereux, ce triangle-là. Ce pays que vous voyez là, c'est un pays, là, c'est un bizarre pays. C'est pour ça que les gens là-bas sont tellement intelligents qu'ils en deviennent bêtes, ivres d'intelligence. Oh, un pépé. Trop d'intelligence tue, hein. C'est comme j'ai dit tout à l'heure à une sœur, elle m'a dit, elle est de l'ethnie Bassa au Cameroun, elle est Babimbi, et quand je lui ai dit, Babimbi, donc tu es un peu banane, elle dit non, c'est le Mbam. Je dis, est-ce que tu connais un seul Babimbi qui n'est pas banane? Est-ce que tu connais un seul Bassa qui n'est pas banane? Il suffit de remonter à une génération ou 2. Tu vas voir que soit ta grand-mère, soit ton père, ton grand-père venait de Ndikiminiki, de Nituku. Donc, les Bassa sont des Yambassa. Des Yambassa sont des Bafia. Des Bafia sont des Yokon. Des Yokon, vous êtes pareils. Vous ne pouvez pas dire autrement. Et
Quand tu remontes un peu loin, on va dire c'est les Mandjara. Les Mandjara, tu remontes. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit, Pepe, écris-nous l'histoire sur les tribus africaines. Je dis non, c'est des travaux trop compliqués. Qui va acheter ce genre de livre? Moi, qui va m'acheter? Là même, pour vendre un livre ici, là où je mets le savoir direct pour vous sauver la vie, quelqu'un boude. Mais il suit le direct en cachette. Alors, combien de fois si j'écris sur nos langues? Alors, les Mandjaras sont des Bamouns. Les Bamouns sont des Tikars. Les Tikars sont des descendants d'Aoussa, de Peul, de guerriers venus du nord ou qui fuyaient. C'est pour ça que l'islam a pénétré dans le royaume Bamoun jusqu'à Bafia. Il y a des Bafia qui s'appellent Abdel Karim Truc, il ne sait pas pourquoi. Et quand tu es à Fumban, nous sommes au Cameroun, je vais venir sur toute l'Afrique, si vous me donnez le temps, mais on peut faire 10 heures là-dessus. D'ailleurs, on court pourquoi? Vous êtes couché, asseyez-vous, je vais vous expliquer en détail. Juste des petites choses comme ça. On prend un peu parce que c'est un live. Beaucoup de gens, je parle au monde entier, donc c'est pas la peine de chercher à s'éterniser sur votre histoire. Quand tu es entre Fumban et Koutaba, il y a une petite ville, un village qu'on appelle Baïgon. Il y a un grand marché là-bas. C'est des choses qu'on doit présenter dans des télévisions. Le marché est riche parce que c'est la terre la plus riche du Cameroun. Vous savez que tout ce qui va au Gabon vient de Fumban, Fumbot. Les tomates, les pastèques, les avocats. Les trois quarts des choses que les Gabonais, nos frères Gabonais mangent souvent, nous forment la frontière avec beaucoup de xénophobie. Ça vient de Fumban. À qui aussi. Tout ce qui arrive à Malabo, à Bata, au marché, vient de Fumban, donc de Baïgon. Et dès que tu es dans la Baïgom, il y a une route, une piste qui arrive directement à Bafia. Je l'ai faite, cette route, à pied. Et quand tu es donc en train d'aller sur cette route, dès que tu dépends d'Ikiminiki, tu es avec les Bagantés. C'est pour ça que tous les Bagantés ont pris des femmes chez les Banènes. Et tous les Banènes sont parfois allés chez les Bagantés. Donc nous commençons à remonter parce que les gens veulent mettre les cloisons aujourd'hui quand nous on a le Schengen. L'Union africaine n'est pas une vue de l'esprit, elle doit être visible. Mais si les peuples déjà s'enferment, nous les ceci, nous les écans, nous les ceci, je vais remonter. C'est fabuleux cette histoire. Et donc, quand les Bamoun arrivent donc, vous allez voir que le premier chef Bafoussam, c'est un notable Bamoun qui est quitté, qui allait s'installer à Bafoussam, à Fessap. Parfois, tu entends quelqu'un dire, nous, on n'est pas, nous, les Bamileke, on n'est pas, on n'est pas des Bamoun. Nous, les Bamoun, on n'est pas, vous n'êtes rien du tout. Quand le chef Baganté s'appelle Djumolu, vous ne vous posez pas de questions. C'est comme quelqu'un veut souvent démontrer que le Batanga n'est pas un Douala, mais le chef supérieur des Bonapriso, c'est mon oncle Maouvé. Il s'appelle Maouvé. Vous ne savez pas pourquoi. Le plus grand malheur de l'Afrique aujourd'hui, c'est d'avoir cru à tout ce qu'on lui a rapporté et à fuir son destin, son histoire, à refuser la réalité. Je peux rester où? Je commence par où? Hein? Mon beau lever, me surveiller, je commence par où? Je vais où? Je termine par où? J'ai visité les Bapa. Les Bapa, c'est à l'ouest du Cameroun. Ils ne savent pas qu'ils viennent du mont Bapa. C'est Fumban. C'est comme je discute avec un Centrafricain et il refuse d'accepter que la KDI qui passe là, Batouri, tout ça là, tous mes frères Kakola, ça va jusqu'à Berberati.
Comment expliquer à tes frères centrafricains, les Gbaya, dont fait partie Bozizé, le chef de l'État, les Gbaya sont des Camerounais. Il y a des Camerounais, ils sont au Tchad, ils sont au Cameroun. Quelle force il faut expliquer aux gens que les Ngbandi, c'est l'ethnie de Mobutu. Mobutu, son village est juste en face de Bangui. C'est pour ça qu'un chanteur comme Singela, au début de sa carrière, disait qu'il est centrafricain. Après, comme ça ne rapporte pas, c'est plus facile de dire qu'il est... C'est plus facile de dire qu'il est congolais. Mais en réalité, il n'a pas tort. C'est un même peuple. C'est un même peuple. C'est un même peuple. Vous êtes pauvre parce que les gens normaux ne savent pas que tout est possible. On vous a rendu normal. Le but de l'autre, c'est de te rendre normal. Pour que tu ne mâches pas tes écorces. Pour que tu ne racontes pas ton histoire. Pour que tu ne sois pas fier de tes parents, tes ancêtres, ton héritage. Les Mandis, j'ai parlé des Yakoma, c'est le Congo. Les Yakoma, c'est l'ethnie en Centrafrique, au Congo, Brazza, et au Congo, Kinshasa. Et les Yakoma, c'est qui? Mobutu était Yakoma. Parce que quand vous traversez, vous arrivez à Gbadolite, le fleuve, Lubangui-Chari, vous êtes là. Et quand vous êtes là, Lubangui-Chari, vous traversez à Gbadolite, vous voyez l'Ouganda. Et quand vous êtes là-bas, vous êtes là dans les grands lacs. Vous voyez la beauté de Dieu. Vous voyez la Tanzanie. Vous voyez l'Ouganda. Hein? Et là-bas, qu'est-ce qu'on parle? Le Swahili, qui est une forme rapprochée du Lingala, qui est une forme du Douala. C'est pour ça que chez les Gabonais ici, les Pounous parlent une sorte de Swahili, en réalité. Et c'est ce peuple qui s'est retrouvé au Cameroun, sur la côte, à Kribi. Je vous parlais donc de ces bombardements. Quand les Allemands attaquent, ils sont sur la côte, ils prennent comme bouclier humain tout un peuple. On a tué au moins 500 000 Noirs. C'est un génocide qu'on refuse de reconnaître. Je n'ai pas la force de porter ces combats à l'ONU. Tes frères vont te lâcher avant le réveil du coq. Et les Blancs vont te dire, mais toi, tu viens même te battre ici pour qui? Ils nous ont dit que tu n'es rien. Tes gens pour qui tu te bats là, ils disent là-bas qu'ils ne te reconnaissent même pas. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai voulu défendre les terres, quand Bolloré et la PHP sont venus ensauvager mes terres, ensanglanter mes terres, souiller mes terres de sang pour planter leurs bananes, pour que le petit français ne manque pas de la banane jaune venue du Cameroun. Ils ont décimé et tué des gens. Mais ça, c'est vous-même, c'est vos chefs qui signent les papiers. Et moi, je n'ai pas la force. Parce que quand j'ai commencé, j'ai été régné. À tes propres frères, on fait dire que celui que vous supportez là, lui, il est français. Il vit là-bas, c'est un blanc. Il vous empêche d'avoir de l'argent. Et puis, la notion du petit chef traître, hystérique, je ne dis plus des gros mots. Mais, donc, les Allemands sont tellement cyniques qu'ils mettent tous les Batanga devant la mer. Et l'armée anglaise et française ne fait que pilonner, ils bombardent, les gens tombent. Les Allemands sortent, ils prennent des boulots, les Batanga, ils mettent, ils exposent. Les pygmées, tout ce monde-là. Eux, ils sont derrière, ils rigolent. Ils disent tuez-les tous. Et puis les Français sont quand même pris d'humanisme. Quand je dis ça, ne me jugez pas. Je vous raconte votre histoire. Les Français disent, mais il faut quand même un cessez-le-feu. On n'est pas venu tuer ces indigènes. C'est les Allemands qu'il faut arrêter.
Et cette amnistie-là permet l'évacuation de ce peuple Batanga et on les amène par navire entier à Victoria. Victoria, c'est Limbe aujourd'hui. Et ils accostent là-bas, à Bolowa Batanga, Idenao, Manfé, et c'est les Batanga qui y a donc là-bas, dans ces terres. C'est pour ça que vous entendez les noms Sawa comme Ekomboa, Bedimo, Bakassi, toutes ces terres-là, c'est les terres. C'est l'origine aussi un peu de la crise anglophone que les Camerounais célèbrent aujourd'hui. Ils célèbrent leur crise. Et ils sont heureux d'être en guerre avec eux-mêmes. Le retour donc de ces peuplades en 1950, par là, par deux vagues successives, le février, le 11 février ou le 10 février et le 9 mai aujourd'hui, deux vagues ont permis à quelques-uns de rentrer, mais beaucoup sont restés. C'est pour ça que les Bakossi aujourd'hui, les Balondo, c'est les Batanga. Mais c'est le peuple Sawa. C'est le peuple africain. C'est un génocide. Alors bon, c'était pas ça l'objet du direct, mais c'était une virgule. Donc, Maï Mouyam. Même si aujourd'hui tout est devenu feti na feti, comme on dit au Congo. Et en Afrique, il y a toujours une idée derrière chaque tribu. Pourquoi le tribalisme existe? Parce qu'on ne retient que une petite chose, hein, pour salir un groupe ethnique, pour l'écarter du pouvoir, pour c'est-à-dire le détruire, le critiquer. Je vous prends ce cas politique en Centrafrique pour vous montrer que les dossiers de l'Afrique sont juteux. Et on n'a même pas encore commencé parce qu'on est faible, on ne travaille pas. Je salue Thomas Deltombe, un grand intellectuel français qui va au Cameroun écrire l'histoire du Cameroun. Et les Camerounais sont là, les grosses têtes comme ça. Ils s'insultent seulement. Chacun veut la carte du parti pour être nommé. Thomas Deltombe, un jeune, il n'a pas 40 ans. C'est lui qui a écrit l'histoire du Cameroun. C'est magnifique. Donc le racisme n'existe pas. Soit on est bête, soit on est méchant, soit on est bon. Et quand on est bon ou méchant, on devient noir, blanc, jaune, on se cache. Mais un homme bon a un seul cœur. Le drame qui se joue aujourd'hui en Centrafrique, j'écoute souvent mes frères, beaucoup de confrères, d'autres sont intellectuels. Ils essayent d'expliquer le conflit centrafricain, mais ils ne savent pas qu'à la base, c'est aussi un problème, un conflit entre des ethnies. On veut disqualifier les gens. Touadéra est aujourd'hui qualifié d'un Guacamaja. C'est une insulte. C'est un peuple. Les Guaca, c'est un peu les autochtones de Bangui ou à 80 km aux alentours. Mais les Guacamaja sont pas nombreux. Et ils sont issus aussi de multibrassages, les Aoussa, les Peuls. Il y a beaucoup de Peuls en Centrafrique. Et on dit donc de Touadéra, qui était pendant plus de 5 ans le premier ministre de Bozizé, Bozizé qui est de Bossangwa, qui est en Baya. On dit donc de Touadéra qui n'a pas le droit aujourd'hui d'être au pouvoir parce qu'il est Baka. Baka. Un pépé. Je me demande s'il y a même les politologues en Afrique parce qu'ils récitent les notions, choses inutiles. La science politique, c'est les choses concrètes tous les jours. Et c'est la religion. Donc, on soupçonne donc Touadéra de ne pas être de la bonne ethnie, les Baka, Baka Maja. Et vous allez retrouver cette configuration partout en Afrique, où au lieu de juger
l'homme sur la qualification, sur ce qu'il peut faire, sur ce qu'il va apporter, on lui colle l'étiquette de sa tribu. En vérité, je n'ai jamais supporté un dirigeant. Mais ce même problème est arrivé en Côte d'Ivoire. On dit de Touadéra que s'il est peut-être, son père est inconnu, donc c'est peut-être un peul qui vendait son bœuf. Donc pour disqualifier, est-ce que c'est la tribu qui porte ou c'est la valeur humaine? Vous retrouvez ce problème un peu partout, jusqu'en Côte d'Ivoire, où on a fait croire qu'une partie d'Ivoiriens ne doit pas être Ivoirien. Sur les traces du colon qu'il a dessiné un pays, qui ne donne le droit à personne au début, certains estiment que d'autres, donc c'est pour ça qu'il y a eu la notion d'ivoirité. Cette notion d'ivoirité, il ne faut pas faire le procès des gens, mais c'est ça qui a conduit à tout ce qui est arrivé à ce beau pays. C'est tout. Ils ont la richesse. Premier producteur de cacao, de café, de veilla, d'anacaf, de ceci. Et puis les cerveaux sont beaux, ils sont ouverts, ils sont bons. Ces gens-là mangent la même nourriture qu'un pays comme le Cameroun, comme le Gabon. C'est pas un hasard. On est unis par la culture. La culture, c'est la nourriture. Parce que le médicament, c'est la nourriture. Donc, les mêmes peuples qui se soignent de la même manière, ça veut dire qu'ils ont la même histoire, ils ont le même lien filié. C'est cette ivoirité-là. Et je suis souvent surpris que les Camerounais qui demandent la justice, la paix, le pouvoir aussi chez eux, qui estiment être écartés parce qu'ils ne sont pas de la bonne ethnie, ce qui est une connerie, se mettent à critiquer en Côte d'Ivoire ceux qui se sont battus contre cette injustice pour les Ivoiriens. Mais j'ai décidé de ne pas trop. C'était juste une parenthèse. Est-ce que le rythme est bon? Le direct va finir bientôt. C'est pas un long direct. Mais en réalité, la messe d'aujourd'hui était une messe sur la critique. Arrêtons de nous critiquer. Ceux qui vous critiquent, c'est ceux qui veulent vous détruire. Et une critique positive, évidemment. Critiquer, c'est criner, donc juger. Qui a le droit de juger l'autre? Et la critique est nécessaire, mais la critique ne peut être faite que par les mains d'artistes, pas une bouche d'artiste, donc de savant. Avant de critiquer l'autre, est-ce que toi-même tu as un exemple? Je ne peux pas venir là avec une chemise sale et je me mets à critiquer les gens qui ont des t-shirts déchirés. On va me dire, mais Pépé, toi-même, va d'abord nettoyer ta propre chemise. Nettoie ta propre chemise, Pépé. Comment toi, tu viens nous donner des grandes leçons? Donc, avant de m'asseoir là, j'ai d'abord pris une bonne douche. Je me suis brossé les dents. J'ai fait mon hygiène sportive, mentale. Et maintenant, je me mets en costume pour montrer que je vous aime. Et là, je peux dire à un frère qui n'a pas pris sa douche ce matin, mais mon frère, fais aussi un petit effort. Mais avec des mots doux, n'est-ce pas? On dit souvent, méfie-toi de trop d'éloges, ça finit toujours en critique. Ça, c'est dans les couples. Hein? Je parle des couples. Et même dans la vie. Prenez ce que je vous donne comme enseignement, mais appliquez dans la vie. En partageant le direct, bien sûr. Ça mérite d'être partagé. C'est une église. C'est un enseignement. Ça va aider beaucoup de gens. Ça aide, ça sauve. Si je suis attendu aujourd'hui à Abidjan, c'est parce que les enseignements portent. Les gens réservent. J'arrive pour le 9 juin. Je serai à Abidjan le 5. J'y vais à titre personnel pour me reposer et faire cette conférence Akeva Business. Pourquoi Akeva Business? Parce que les Africains ont peur du business. Dès qu'on dit business, ils sont derrière la cryptomanie, le banditisme. Non, le business, c'est comment faire l'économie de sa propre vie, de sa personne, de ses relations, comment développer sa richesse. C'est ça le talent.
Le business fait sortir le talent. Donc, je venais sur trop d'éloges farfelus. Quand les éloges sont bien, regardez souvent dans le couple comment ça se passe. Chérie, ta nourriture est très bonne. Chérie, ta nourriture est bonne. Chérie, ce soir, vraiment, la musique que tu as mise est bonne. Le parfum est bon. Mais il suffit que madame oublie le sel un peu. Ah, dis donc, vraiment, je ne mange pas cette nourriture, il n'y a pas le sel. Il n'y a pas trop de sel. Il y a trop de sel ou il n'y a pas de sel. Tu venais de faire des éloges, ça va finir par la critique. Ton café là est souvent bon, mais aujourd'hui alors, tu as tout gâté. Non. Si aujourd'hui elle a tout gâté, il faut donc comprendre que ça peut arriver. Est-ce que vous comprenez? Je parle aux mariés là, parce que je m'adresse au couple. Là, c'est la dimension du coach supérieur. Il faut s'y aider. Il y a les problèmes aujourd'hui, il n'y a plus de mariage. Il y a des bagarres. Les couples ne s'entendent plus. Les divorces alors en Europe, blanc comme noir, c'est catastrophique. J'ai un ami qui est maire, on ne célèbre que les divorces aujourd'hui. Il n'y a plus de mariage dans les mairies. Les couples, c'est la guerre. Parce que les couples aiment avec le cœur, mais quand on met aussi l'œil, la tête, pour vivre heureux, vis avec le cœur. Dans ton couple, ne raisonne pas. On ne raisonne pas. Il n'y a pas de philosophie dans le couple. Accepte l'autre et essaye de la conduire ou de le conduire. Alors toi qui, parce que ta femme a raté la nourriture, elle a mis trop de sel, tu commences à critiquer. Tu oublies que la nuit, quand elle a en nuisette, c'est toi qui fais les éloges. C'est toi qui gémis, qui crie. Pour un café raté, tu lui rappelles tous les défauts. Est-ce que tu sais si elle était dans la pression psychologique? Est-ce qu'elle avait peut-être sa période hormonale? Est-ce qu'elle était distraite? Est-ce qu'elle a angoissé? Est-ce qu'elle a raté une tontine? Est-ce qu'elle a des parents malades? Est-ce qu'elle a... Parce que la femme gère tout en même temps. Donc, il faut être grand. La critique est utile quand c'est fait par la bouche d'artiste. C'est pour ça que j'ai regardé souvent. J'aime citer mon grand-père parce que c'était un grand politicien. Il n'a jamais dit à sa femme que la nourriture était mauvaise. Même quand vous vous refusez de manger, lui, il était le premier. Il dit, si j'avais deux femmes, c'est Dieu m'a donné la femme, la plus belle femme du monde. Donc, le sel que vous jugez là, le piment, tout ce que vous dites là, lui, ne critiquez pas. Après, tu appelles ta chérie, tu peux lui faire la remarque, n'est-ce pas? Est-ce qu'on fait donc la remarque devant les employés, devant les enfants, devant les étrangers? C'est pour ça qu'il y a des crises en Afrique. C'est pour ça qu'il y a la guerre. Parce que nos problèmes sont avec les étrangers. Quand nous on s'engueule, on met les étrangers. On ouvre la porte aux étrangers et l'étranger peut être un diable habillé en Prada et qui est venu en Prado et qui a une Bible de... qui a une Bible de... Donc, il y a des gens qui sont bipolaires, des toxiques, des pires narcissiques. Ils n'aiment pas voir le bonheur. Donc, sous prétexte de ne pas voir, de ne pas aimer leur propre vie, ils deviennent des experts en critique. Sous prétexte de camoufler leur propre échec, ils préfèrent dire que c'est l'autre qui a toujours tort. Eux-mêmes ne se regardent jamais, ils font des erreurs, on tolère, on ne dit rien. Mais eux, à la pire, à la pire. Et ce genre de personnes, il faut les éviter. Parce qu'ils sont bipolaires. Il t'appelle en riant aujourd'hui, demain il rit plus. Il entre chez lui en souriant, il rit plus. Il rit avec tous les voisins au quartier, tu entends les rires quand il est au bar, mais chez lui il ne rit plus. Il rit pas avec ses enfants, il rit pas avec son épouse, il veut s'aimer la terreur, il veut jouer au King Kong. Homme comme femme, hein. Il y a aussi des femmes perverses, narcissiques ou bipolaires. Hein.
C'est des gens toxiques et la critique doit venir du cœur. Il y a une critique où c'est de l'amour masqué en réalité et intelligemment. Chaque fois que tu finis un direct, même quand ce n'est pas bon, hein, il y a toujours quelqu'un qui te dit que c'était super, non? Même quand tu dis des conneries pendant 2 heures en live, tout le monde sait que tu vas aller en prison. Tu as fait 2 heures de calomnie, mais tu as toujours, même ta femme ou tes frères, dit c'était bon. Ça, c'est la bonne critique, n'est-ce pas? Non, c'est le tombeau. Il faut dire la vérité, mais avec une manière, une finesse, pour ne pas heurter l'autre et ne pas le blesser. Alors, il y a une question qui s'oppose. Bonjour, monsieur. Question pour tous les Camerounais. Pourquoi les Camerounais qui se suffisent pour faire une phrase, ils prennent beaucoup de temps? Ils perdent autant de temps pour dire une petite phrase. Mam, je ne sais pas à qui tu t'adresses, mais je vais te dire qu'un homme intelligent ne peut pas parler comme tout le monde. C'est ce qu'on appelle la rhétorique. Je ne sais pas de quel Camerounais vous parlez, mais je ne parle pas de race ou de tribu ou de pays ici, mais voilà déjà, c'est ce que j'étais en train de critiquer. Vous critiquez, vous êtes en train de démolir, de stigmatiser un pays parce que vous avez peut-être écouté quelqu'un. On ne parle pas comme un animal. Vous n'avez pas le filtre. C'est pour ça, celui qui n'a pas lu des livres, celui qui n'a pas la culture, ne peut pas habiller son langage. Ça sort, comme on dit chez nous. La rhétorique, c'est la poésie des mots. Mettre les mots. Quand tu as moins de vocabulaire, si tu veux dire mouf à quelqu'un, tu dis mouf. N'est-ce pas? Et c'est justement de ça que je parle. Tu n'es pas obligé de dire mouf à quelqu'un. Mon cher Mam, je ne sais pas, déjà vous êtes un faux profit. Commencez déjà par être vrai. Hein? Et là, je vous répondrai. Hein? Les Africains qui ont réussi leur vie, c'est déjà de l'aigreur. Qui a réussi plus que qui? Je vais vous dire, la vie est très compliquée. On dit que les femmes aiment toujours l'argent, n'est-ce pas? Pourquoi la femme de Bill Gates divorce? Pourquoi la femme de Jeff Bezos divorce? C'est parce qu'il leur manque la chaleur. Il leur manque quelque chose qu'on n'achète pas. À un niveau, tu satures de voir quelqu'un qui n'est peut-être pas humain. Les gens le vénèrent, ont peur de son argent, mais il n'est rien. Il n'arrive pas à gérer les humeurs, à comprendre sa femme, et sa femme s'ennuie de trop d'argent. Vous n'avez jamais vu les femmes des riches, entre guillemets, de ministres, de DG qui quittent leur villa et qui vont chercher l'étudiant dans sa petite chambrette ou le petit chômeur? Parce que là-bas, on lui donne de l'attention. L'attention. C'est pas une question d'argent. Divorcer ou pas, c'est pas une question d'argent. Vous limitez tout. C'est pour ça que les coachs aujourd'hui sont devenus dangereux. Nos coachs, c'est-à-dire l'Afrique accepte d'être enseignée par les nullards, les médiocres. C'est pas moi qui dis je ne veux blesser personne, mais nous sommes tellement médiocres que nous avons pour modèle les médiocres. On ne peut pas faire du leadership avec les médiocres. Et je me méfie des Africains parce que même quand il est très élevé, il a toujours une fenêtre pour la médiocrité. Le village le rattrape, l'instinct sauvage le rattrape, et il te rappelle quand même que non. Tu comprends qu'il n'a pas la mesure de ce que lui-même il représente. L'argent n'est rien. On te dit la femme de Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, et c'est sa femme qui a toutes les signatures. Le mariage, c'est pas comme vous cachez vos comptes bancaires et tout à vos femmes. En Europe, tu donnes tout à ta femme. C'est elle qui a tout. Elle a la moitié des avoirs, même sans être divorcée. Donc, c'est pas une question d'argent. La preuve, ils restent ensemble dans la même fondation.
Mais à un moment, ils disent le confort. Bill Gates passe 18 heures par jour dans ses ordinateurs. C'est pour ça qu'il a même laissé ça pour vacciner les gens maintenant. Il a fui ça pour venir nous vacciner. C'est l'humanisme. Mais il faut beaucoup de prétention pour venir vacciner les gens quand même. Pour penser à l'humanité. Est-ce qu'un noir peut avoir le courage un jour, avec tous ces milliards, d'enlever une partie et de jeter? Avant les vaccinations, Bill Gates crée d'autres vaccinations. Avant la vaccination sur le Covid, il a financé la poliomyélite. Là, vous n'avez pas critiqué. Bill Gates a financé beaucoup d'écoles en Afrique. Et même leurs choses de sida, là. Vous ne critiquez pas. Mais vous imaginez, le gars enlève les milliards. Il donne. Donc, à ce niveau-là, on ne parle plus d'argent. Hein? À ce niveau-là, on parle de convenance. Convenance. Donc, il faut se méfier des mots qu'on avance. On parlait de la critique. Il y a une critique. La poule et le piment ne sont pas allés loin aux toilettes. Voilà déjà que le portefeuille magique vient dans un direct où on est en train de réfléchir à autre chose. Il ne faut pas les critiquer. Il faut les comprendre. Ils ont aussi faim. Mais ils se trompent de cible. Et c'est le syndrome de notre continent où les gens luttent, mais avec le mauvais combattant. Ce genre de portefeuille magique, tu vas trouver que c'est un petit Béninois ou Togolais ou Ivoirien dans sa chambre, il a faim. Mais comme il n'a pas l'ouverture pour comprendre que j'envoie même à qui. Nous, on est en train de discuter sur BFM de Thomas Pesquet le gars envoie les portefeuilles magiques. C'est ça. Donc, qui va lui dire que cherche ta cible? Vous voyez Facebook, il cible nos comptes. Même quand on t'envoie un message, Facebook récupère d'abord, il lit. Si le message a un caractère business, il retire. Et ils te disent paye. Monétise ta page. Des conneries. Mais ça veut dire que Zuckerberg vous contrôle. Il contrôle, il mise. Ça s'appelle aujourd'hui le data business, le data marketing. On cible aujourd'hui. C'est pour ça que quand tu vas acheter le pain dans la boulangerie ou au supermarché du quartier, on enregistre tes données, on sait où tu habites et il t'envoie la publicité sur ton compte Facebook. Intermarché de ton coin a baissé le régime de tomates. Ils savent que tu achètes de la tomate là-bas. Ils savent que tu achètes de l'alcool. C'est ça l'intelligence qui nous manque aujourd'hui. Il faut la développer et on va y arriver. On va le faire. Nous travaillons. N'est-ce pas? Et Akeva a été créé pour que l'injustice cesse. Akeva a été créé pour que les gens ne se moquent plus de l'Afrique. Donc, revenons à ce qu'on disait, on parlait de la critique. La critique, c'est il faut arriver à faire une remontrance sans se fâcher et au bon moment. La règle des 3 T. N'est-ce pas? Il faut le temps, T. Il faut le temps et il faut de la ténacité. Il faut savoir dire. Et comme aujourd'hui, on ne forme plus les vrais enseignants, on ne forme plus les jeunes, tout le monde se critique aujourd'hui. Regardez, Facebook est devenu la tribune de la critique. Chacun se lève et crie sa colère. Mais on fait aussi du mal aux gens. Et je pense que je ne veux plus heurter les gens. Et je vais aller doucement. Parce que nous qui critiquons souvent, nous ne nous voyons pas. Je parlais surtout du couple. Hein. Regardez comment ça se passe. Madame est là toute la journée, elle lave les enfants, elle fait la tétée, le biberon, tout ça. Elle met le riz au feu, elle écrase les condiments, elle fait le gombo, elle prépare là-bas, elle doit repasser. Et l'homme, lui, va jouer au foot. Quand il rentre comme ce dimanche-là, il rentre de son 2-0.
il commence à dire, oh, mais pourquoi la maison n'est pas balayée? Et nous, les hommes, on est très malhonnêtes. On rentre avec une petite écorchure au pied, on crie toute la journée, oh, on pleure. Mais la femme supporte 100 fois plus. Donc, même dans nos pays, soyons indulgents. Soyons indulgents, critiquons moins, ne détruisons pas, aidons l'autre à s'améliorer. Disons un peu de vérité, mais bien teintée. Et c'est un peu ça, n'est-ce pas? Hmm. Parce que quand on critique beaucoup, même dans les affaires, ça crée une mauvaise ambiance. Ça crée de la méfiance. Quand on critique beaucoup dans la famille, ça détruit. Ça casse le moral de l'autre. Et les femmes aujourd'hui, parfois, prennent du poids. Vous ne savez pas pourquoi, elles stressent. Tu la stresses, ton épouse. Les femmes aujourd'hui se décapent la peau. Et nous, parfois, on est dur envers nos sœurs. On ne sait pas ce qu'elles vivent. Son mari lui a dit, tu es trop moche. Et tu ne vois pas les Beyoncé à la télé. Donc il y a une pression. Tu es trop boulot. Peut-être. C'est pour ça qu'il faut enseigner la fierté. Il faut enseigner la grandeur. N'est-ce pas? La première règle de la critique, c'est toi-même va te maquiller d'abord. Toi-même. Lave-toi d'abord. Corrige-toi toi-même d'abord. Parce qu'il y a la critique pour en sortir, pour détruire. Hein? Il y a la critique pour nuire. Il y a la critique pour embêter l'autre. Il y a la critique pour détruire, pour déstabiliser. Et même nos sœurs qui sont mariées souvent avec nos frères occidentaux, là, elles vivent encore des pires cauchemars. Vous voyez un mariage où j'ai un beau-frère là, un petit Français très blanc, il était tellement aigri qu'il demandait à sa femme, mais pourquoi tu ris? Même rire, tu dois demander la permission. Mais pourquoi tu ris? Mais attends, mais pour rire, je dois te demander la permission de rire? Ah, parce que moi, je ris pas en ce moment, donc toi, tu dois pas rire. Non, non, non. Ça, c'est écraser l'autre. Tu ressembles à rien, tu es nul, tu es ceci, tu es... Mais qu'est-ce que vous faites avec ce genre de personnes qui vous détruisent mentalement? Hein? Et la question, quand quelqu'un t'accule comme ça, même au boulot, vous avez des patrons aigris, surtout les petits noirs là. Quand un petit noir a la chance d'être un petit garagiste ou d'un petit serveur ou il a une petite boutique, on ne respire plus. Il prend les employés comme des vrais esclaves. Il prend des employés comme des vrais esclaves. Et ce côté-là, on doit tous travailler ça. Et c'est pas parce que j'ai dit ça que quelqu'un va se reconnaître et va se fâcher. Je parle de personne. Je dis, quand le noir est patron, vous n'avez même pas envie de le voir. Il est tellement négatif. J'avais une autre démarche avec quelques-uns de mes employés. Moi, je riais beaucoup. J'échangeais. J'apportais une autre didactique avec un peu de distance. Mais tu n'es pas tu n'es pas le policier, tu n'es pas le militaire de quelqu'un. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. C'est pas parce que tu as ouvert une petite échoppe que tu crois que tu es le tout-puissant pour écraser moralement l'autre. Les employés rentrent en Afrique le soir détruits dans la tête. Les collaborateurs de ministres n'ont même plus n'ont même plus de couilles. Les collaborateurs des directeurs généraux, les secrétaires, elles rentrent amoindris tous les soirs. J'ai fait tellement de bureaux. Je connais. Il n'y a jamais une bonne ambiance. Citez-moi une entreprise en Afrique où il y a une bonne ambiance. Et j'ai une image. Je vais vous faire une confidence. Pourquoi j'ai compris que le problème en Afrique, ce n'est pas de s'attaquer forcément à l'autre, au colon, au tout ça. C'est de la connerie. Regardons comment nous-mêmes nous traitons les gens. Le port de Kribi, c'est sur ma terre. C'est mes terres. C'est devant moi. Le plus grand port d'Afrique est dans mon village. Alors, je regarde les employés passer, les employés des chantiers camerounais, et on les parque dans les bennes, les camions.
Donc, il y a deux terminaux. Il y a le terminal des Camerounais, des Africains, et puis il y a le terminal de Bolloré, le français qu'on critique partout. Bolloré logistique. Si je mens, le peuple n'a pas le droit de dire des conneries. Alors, pour aller au port, au chantier, dans les chantiers de Bolloré, Bolloré met les bus climatisés qui viennent prendre le personnel, chacun chez lui tous les matins. Des longs bus climatisés pour aller au travail. Et le dernier employé chez Bolloré a 2 fois le salaire d'un cadre camerounais. C'est vrai que Bolloré vous vole. Mais je pense que si on demande à quelqu'un de conscient, tu veux travailler chez Bolloré ou chez les Camerounais ou Africains, il va dire je préfère l'esclavagiste à l'esclave qui me rend esclave. Et c'est ce paradoxe que j'ai mis longtemps à comprendre. Et je crois donc que la révolution, parce que les gens travaillent au même port, les mêmes situations, mais vous parquez vos employés dans les bennes, comme du bétail, les trucs qui transforment le bétail. C'est là où on porte les ouvriers. Quand les colons étaient là, pour ceux qui ont vu les entreprises en Afrique, le Soca Palm et tout ça, il y avait toujours le camp des cadres et le camp des ouvriers. Tanga Nord, Tanga Sud. Ça n'a pas changé. Mais quand les colons, les blancs sont partis, ils ont laissé sur place les cadres noirs. Les camps des cadres noirs aujourd'hui ressemblent à la cité des ouvriers. Tout est cassé, tout est volé, tout est gâté. Allez à EDEA, allez à la LUCAM, vous reviendrez me dire si j'ai raison ou tort. Donc quand tous les blancs sont rentrés, les Français sont rentrés, l'élite noire qui est venue là a commencé à voler même les nacos, les vitres. Donc quand un cadre part, il part tout avec même l'évier. Et les maisons sont abandonnées en ruine, mais c'est les mêmes cadres que les cadres français qui étaient là, ou anglais. Donc il y a quelque chose qui nous empêche d'être grands. Il y a quelque chose. Et regardez comment les dirigeants africains traitent le peuple. N'allons pas loin. Moi, j'étais encore là l'autre jour. Macron est passé là, pas très loin de chez moi. Il discutait avec les combattants, je sais pas quoi, des vieux là, mais il fallait voir comment les citoyens parlaient au président. Oh, on n'est pas d'accord avec toi, avec vous, parce que vraiment, et les gars échangent. C'est une culture qu'il faut intégrer en Afrique. Regardez comment le président du Danemark démarre son vélo. Regardez comment la Suède. Regardez Angela Merkel, elle habite dans son appartement. Non mais, vous croyez qu'on est le pays où on fabrique les BMW, les nouvelles Mercedes là, ce que les chefs d'État africains... Donc finalement, Mercedes fabrique ça pour nos papas. Je ne veux plus dire dictateurs, ça peut choquer. Il ne faut pas énerver les gens en Afrique. Donc finalement, Mercedes, tous ces gens-là enrichis. Donc, ils font ça pour vous. Nos chefs d'État sont là-dedans, engoncés dans les Maybach. Tu entends le prix d'une Maybach, ça peut construire 100 000 écoles. Nous sommes en 2021 et c'est ça la réalité africaine aujourd'hui. Voilà un continent qui vit avec $1 par jour et qui veut se développer. Mais qui a des problèmes des pays riches et alors que les pays riches n'ont pas ces problèmes. Vous avez vu quel chef d'État se balader même dans sa propre ville. Le gars est dans son village, il faut qu'il y ait 150 voitures, 10 000 corbillards qui avancent. Tout ça importé de maisons Mercedes, Maybach, Rolls-Royce, tout ça. Ces budgets-là peuvent boucher les trous, peuvent produire de l'électricité dans la capitale, peuvent donner de l'eau aux gens. Ça s'appelle de l'humanisme. Sommes-nous donc des humains? C'est des questions. Quelle est la différence donc entre le caillou et le diamant? Angela Merkel donc est un diamant.
Tu es dans le pays le plus fort de l'Europe et tu es dans ton appartement comme le mien ici. Avec sa machine à laver. Elle même met la machine à laver. Elle même prépare leur soupe au chou, là, leur chose fade là. Elle a son mari qui est là. Et elle va faire les courses avec son mari, c'est elle qui porte le caddie. Elle respecte le mari. Personne ne connaît le mari d'Angela Merkel. Il ne veut pas placer ses frères au gouvernement. Il ne veut pas placer ses sœurs pour bloquer la présidence et tout. Non, il a quoi à foutre. Il laisse les Allemands vivre. Chez nous, on doit nous imposer la vie de ces gens-là. Et ça, ce n'est pas une critique, c'est une causerie. N'est-ce pas? Nous, en Centrafrique, on dit quoi na quoi. Ça veut dire le travail, rien que le travail. Où sont alors les Centrafricains qui travaillent? Il n'y a personne. Dans le sens seulement les gros chiffres, quoi na quoi. Ah, je ne sais pas où l'Afrique va aller. On a déjà fait combien d'heures là? C'est bon? Hein? On a fini aujourd'hui, non? Hmm? Je vous aime. Je vous aime, mes chers frères et sœurs. Et le rôle qu'on a pris aujourd'hui, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Je parle parce que je suis un pauvre. Je parle parce que je suis mécontent. Si j'étais né au Canada, je n'allais pas avoir la chance de faire les directs. J'allais vous raconter quoi. C'est pour ça que les coachs là, j'ai un ami qui est coach, il s'appelle Franck Nicolas. Lui, il est né, un petit Français là, il est au Canada, il nous raconte souvent des choses qu'il lit sur les livres, je ris. Je dis, petit, toi, tu as quelle expérience pour parler de coaching avec nous? Nous, on a fait le Kotimbanga, nous, on a marché 10 kilomètres pour aller à l'école. Nous, on a fait des choses, on a grimpé, on a maraudé les mangues. Toi, tu peux me coacher dans quoi? Tu connais quoi de la vie, petit? Donc, je suis mécontent et un mécontent, un mécontent est un pauvre qui prend la parole. Les gens riches ne prennent pas la parole. Les savants ne prennent pas la parole. Les bourgeois ne prennent pas la parole. J'arrive à Abidjan et les gens sont en train de réserver pour l'hôtel Pullman et tout. C'est luxueux, c'est classe. Et puis, quelqu'un m'a dit, mais Pépé, pourquoi tu fais... Je dis, écoute, pourquoi tu ne mets pas ta communication? Pourquoi tu es sur Facebook alors que tu dois aller sur LinkedIn? C'est quoi LinkedIn? Entre eux, ils croient que les cadres se retrouvent à LinkedIn. C'est des conneries. Je ne cherche pas des relations de travail. Je suis un prêcheur de l'évangile. Je suis un prêcheur de la parole. Je suis ouvert aux masses, au monde, aux petits. Quand tu vas sur LinkedIn, tu es un opportuniste qui cherche une relation de cadre à cadre où tu veux le travail. Je ne cherche pas le travail. Je fais quoi? Tous mes camarades de classe, de fac et tout sont sur LinkedIn. Ils sont CEO. Ça ne m'intéresse pas. Si Jésus-Christ revenait donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, il allait prêcher où? Sur Facebook. Parce que les gens croient qu'on est en train de rigoler. Facebook, c'est le monde qui s'est déplacé. C'est la Bible, c'est l'ouverture. C'est là où tu trouves les pauvres, les riches, les foules. Pendant que je parle là, il y a même un président qui est en pyjama dans sa chambre, il rigole. Bissuck. Ah ouais. Pendant que je parle là, tu as peut-être aussi une petite folle qui est cachée là, qui rêve. Tu as un ouvrier, tu as un avocat, tu as un enseignant. Tous sont sur ta page. C'est ça la magie. Donc nous sommes le mass média. Nous ouvrons. Les Africains comprennent mal les notions. LinkedIn, c'est un lien entre professionnels. Moi, je ne cherche pas les professionnels. Quelqu'un qui est un professionnel ne peut rien m'apporter. Ma cible, c'est les gens qui peuvent acheter mon livre, qui peuvent se former, qui veulent apprendre, qui veulent découvrir, qui veulent avancer, qui veulent comprendre. Je ne parle pas aux gens comme ça, moi.
Nous tous on peut, hein, on est comme ça. Hein? Et pour développer donc un peuple, pour revenir là-dessus, je parlais d'Angela Merkel. Vous voyez comment le live est posé, ça fait du bien, non? Quand vous êtes couché là, vous êtes au lit, vous jubilez. Un pépé parle. Vous avez payé. Vous avez payé. N'oubliez donc pas que après là, il y a la dîme de Maître Dimet. J'ai mon cousin avocat au Cameroun, on l'appelle Maître Dimet. Lui, il ne vit que de dîme. C'est un grand avocat, c'est le plus grand avocat du Cameroun, Maître Dimet. Donc, quand Maître Dimet arrive, lui demande d'abord où est ma dîme. Donc, ce dimanche, vous allez mettre la dîme du dimanche. Parce qu'il faut beaucoup d'autorité pour gérer les gens. Et aujourd'hui, je vous ai parlé de leadership de Angela Merkel, Angela ceci et de nos chefs d'État. La différence, c'est qu'elle est là l'autorité. L'autorité, ça veut dire augere, hein, en latin. Il faut apprendre le latin pour les mots. Augere, c'est augmenter. Ambassade, ça veut dire autre chose. Augmenter, ça c'est autre chose, hein, entre guillemets. Mais l'autorité vient du mot latin augere, donc augmenter. Augmenter le pouvoir, augmenter le savoir, augmenter les devoirs, augmenter l'argent, augmenter les sourires. C'est ça qu'on dit là de l'autorité. Et l'autorité ne s'achète pas. Parce que les gens ne savent pas augmenter en dimension. Ils n'augmentent rien, ils baissent. C'est pour ça que les filles nous disent souvent quand on arrive au quartier, tu as baissé un peu ta côte. Ton autorité a diminué. Alors ce matin, pendant que je vais raccrocher, demande-toi où est mon autorité, c'est à quel niveau. J'augmente ou je baisse. Et en fonction de ce qu'on donne au peuple, comme augmenter la volonté de progresser, c'est excellent. On forme les gens en augmentant leur autorité, en créant de l'autorité. Chez nous, on tue. Dès qu'un sous-préfet a un nom, on dit autorité. Dans l'armée même, autorité. À un moment au Cameroun, quand les jeunes là voulaient me soutirer les petits billets, même au péage, là, autorité. Ouais. Dès que tu donnes 10 000 francs d'autorité, comment tu, à ce niveau-là, autorité, tu ajoutes encore. Donc, nous, l'autorité, c'est pour écraser les autres. Non, l'autorité, ça veut dire, tu augmentes le désir de progrès des autres. J'ai l'autorité parce que ce matin, je vous donne un cours d'autorité. Chacun sera fier de m'écouter. Chacun est fier de se lever. C'est spirituel en réalité. Élevé. Il y a un chanteur ivoirien que je vais rencontrer en Côte d'Ivoire. C'est lui qui s'appelle. Il chante élevé, élevé haut. Voilà. Il faut élever les autres. C'est là qu'on dit que tu as l'autorité. Quand tu as élevé les autres, quand tu as élevé les frères et sœurs, et tu as l'autorité naturelle sur eux. Mais si tu les écrases, ils vont t'anéantir. C'est pour ça que les dictateurs finissent toujours mal. Regardez la vie de tous les dictateurs. Angela Merkel, là-bas, elle part du pouvoir. Tout le monde sort applaudir. Les gens applaudissent partout. Les fenêtres sont ouvertes, on claque. Standing ovation, 30 minutes, toute l'Allemagne. Juifs, noirs, blancs, tout le monde. Les Allemands sont réservés, mais tout le monde est sorti. On n'a jamais vu ça. Citez-moi un dirigeant africain qui peut partir du pouvoir et les gens se mettent même là, ils applaudissent. On applaudit quand on a faim. On a peur de l'autorité. Mais dès que ça tombe là, les gars, ils vident même tout. J'ai les images du château de Mobutu à Gbadolite que j'ai visité. Les gens ont volé même les tôles. Les mamans ont pris les tableaux pour préparer, pour faire le feu de bois dans son propre village. Parce qu'ils n'avaient aucune autorité. C'était éphémère, c'était fragile. La vraie autorité, c'est le bonheur qu'on donne aux gens. Et les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes.
En Afrique, vous voyez les gens se courber là, ils font semblant les salamalek, mais ils attendent le retour. Quand tu chutes, quand ton temps est arrivé, c'est là où le peuple de Dieu se lève. Ils vont te régner jusqu'au dernier chant du coq. Akeva. On a fini la messe aujourd'hui. Il y a quelques questions. Je n'ai pas accès à vos questions. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis au peuple de prendre le pouvoir. Le pouvoir, c'est Kratos. N'est-ce pas? Ah, le pays ici. Hein. J'appelle mon fils hier. Il me dit, oui, papa, pourquoi tu m'appelles? Je dis, non, ton papa voulait juste te souhaiter bonne nuit. Il me dit, ok. Mon fils s'appelle Samour. Il parle pas beaucoup. C'est un gars bizarre. J'ai peur de mon fils. Il veut déjà ma place. Nos enfants sont bizarres. Mais attends, mais quand lui, il a envie de moi, il arrive, il dit, j'ai trop hâte. Ouais, mon ref. Ouais, mon ref. Bon. Je vous fais une petite confidence. Ça, c'est mon fils Samori. Donc, on s'écrit là. Il me dit, on se voit ce week-end, papa. Je dis, oui, j'arrive. Et comme papa arrive aussi avec un peu de michunga dans la poche, et il sait que quand papa est là, tout le monde est content, et il me dit, voilà sa réponse. J'ai trop hâte. Non, les enfants veulent nous manipuler. Le peuple est donc comme les enfants. Là, c'est son intérêt. Il dit, papa, j'ai trop hâte. J'ai envie de te voir, papa. Mais moi aussi, hier, pendant que je pense à mon fils, je l'appelle, il dit, pourquoi tu m'appelles, papa? Pourquoi? J'ai dit, non, ton papa voulait juste te souhaiter une bonne nuit. Il dit, ok. Parce qu'il n'a plus hâte. Le même qui avait hâte il y a une semaine n'a plus hâte aujourd'hui. Alors, si tu ne comprends pas ces jeux de la vie-là, tu vas mourir. Hein? La seule personne qui t'aime souvent, c'est peut-être seulement ta femme. Hein? Célébrez vos femmes, les amis. Et nos enfants, là, surtout nos enfants ici, là, sont bizarres. Ils sont très dangereux. N'est-ce pas? Bon, le peuple a fini. Alors, il y a des questions ou pas? Je n'ai pas vu vos questions. On a quelques minutes de questions. Pour Abidjan, Brice, le guide, que penses-tu de la situation à Baganté? Mais mon fils, je ne connais pas de quoi tu me parles. Vous me parlez souvent des problèmes que je ne connais pas. Vous m'accusez des choses. Dès que je vais dire un mot là, les pleurs du mollet vont commencer. Je ne sais pas. Hein? Je sais seulement que mes cousins Baganté ne m'aiment pas beaucoup. Hein? Alors que je leur ai tout donné. Andiri, Yonke, Andiri. On ne dit pas affitse, on dit affitse. On coupe, on abrège. Hein? Donc quand tu me demandes ce qui se passe, alors, je ne sais pas, je ne sais pas ce que. Hein? Je ne sais pas. Hmm? Alors c'est quoi la question? Quelles sont les questions ce matin? Posez les questions, je vais répondre à quelques-unes. Tiens, il y avait une belle question là. C'est la vipère, c'est une vipère le guide. Que attends, attends, c'était où? Non, je n'ai pas compris. Attendez, bon, pour la dîme de ce dimanche, ne vous moquez pas du pépé, hein. Vous avez le droit de faire la dîme à maître dîme. Hein. Voilà. Les gens m'ont demandé le lien pour la dîme. Voilà. Quand on donne des grands enseignements comme ça, il faut... Hmm? N'écoutez pas les gens. Vous comparez aux juifs tous les matins, je ris. Vous ne pouvez pas. Avant de se lever, les juifs étaient déjà... J'ai mon collègue juif, Lévi, hein, le rabbi qui avait parlé à son peuple. On fait les enseignements tous les matins. Comment comprendre que sur 200, sur 2080,
milliardaires dans le monde, il n'y a que 18 noirs. Hey, Stéphane Oum, toi, tu as des questions dangereuses. Si je réponds encore, si je réponds encore, tu vas dire que j'ai insulté les noirs. Non, ça veut dire que la notion de milliardaire, je vais vous dire, quelle que soit notre grandeur, on ne mange que 3 repas par jour. On mange un seul repas, comme tout le monde. Moi, j'ai bu une tasse de thé. Plus tu as l'argent, plus tu manges pas. Donc les milliardaires même, ça dépend. Ils font quoi de leurs milliards? C'est ça la question. C'est pas le nombre de milliardaires. C'est est-ce que les milliardaires financent des choses qui changent le monde en Afrique? Est-ce que les milliardaires financent les universités, les écoles, les télés, les ceci, est-ce qu'ils financent la recherche? Stéphane, voilà plutôt la question. À quoi nous sert nos commerçants de riz, de sel, de spaghettis, des blancs là, en Afrique? À rien. Hein? Ils font du commerce. Je ne respecte que le milliardaire qui fait de l'industrie, du génie mécanique industriel, qui finance les jeunes, les start-up. Voilà. Le reste là, c'est pas important. Ils sont pas milliardaires. Un milliardaire, c'est quelqu'un qui prend sa fortune, il fait comme Elon Musk, comme Jeff Bezos, comme tout ça là. Ils envoient l'espace, ça explose là-bas, on est c'est la recherche. Alors, deuxième question. Ah oui, content, 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 content. Tout le monde est content ce matin. Vous avez parlé de fierté. Vous conseillez aux Africains de s'aimer et de s'assumer et de s'accepter pour avancer. Monica Moniquiel, c'est tout. Je conseille aux gens d'être la meilleure version d'eux-mêmes tous les jours. Voilà. Content? Content. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Moi, ma vie est simple. Tout à l'heure, je vais aller chercher un petit plantain dans une boutique africaine. Je vais venir faire un petit bouillon et banja, donc piment, sel, citron. Ça débouche. C'est spirituel. Je mange quelques écorces, je me balade, je lis un livre, je bois un verre de vin de messe, je dors. Investir au pays et devenir milliardaire. Je ne sais pas. Allez investir en Afrique pour ceux qui ont le courage. Mais les vrais investisseurs ne peuvent pas venir en Afrique. Les Chinois qui sont en Afrique, c'est les prisonniers, c'est les commerçants du quartier. C'est les sous-commerçants de la rue. C'est eux qui ont les magasins. C'est eux qui font à Hong Kong ou à Guangzhou, là, c'est eux qui mettent les cajots en route, là. Les vrais commerçants n'arrivent pas en Afrique. Les vrais hommes d'affaires. Parce qu'il y a le climat des affaires. Il y a le climat de... Il y a l'ambiance générale, la mentalité globale. Les gens pensent comment? Il y a des gens toujours nerveux. Hein? Les nerveux là, les toujours fâchés là. Et puis tous ces sous-préfets, ces chefs là les lois sont partout, mais personne ne les respecte. Alors, c'était quoi la question? Il y a une autre question. En parlant aussi avec trop de questions là, il faut... Comment faire pour être heureux? Oh, oui, anonyme, oui. Comment faire pour être heureux? Bon, mon petit, le reste là, il faut s'inscrire dans l'académie, non? Voilà. Je prendrai plus de temps. Mais pour être heureux, c'est décharge-toi du sac. Ne porte pas le sac de quelqu'un qui pèse. Quelqu'un a mis les cailloux dans son sac, toi tu viens porter ça. Tu ne vas pas arriver. Le voyage, la vie est un petit voyage, non? Comment toi tu fais le voyage avec la bassine sur la tête? Tu portes derrière tes enfants. Tu portes tes problèmes ici. Tu portes la religion de l'autre. Tu portes les problèmes. Hein? Tu portes aussi les cheveux de l'autre. Tu portes les odeurs de l'autre. Mais dis donc, tu ne vas pas arriver. Donc, déchargez-vous au maximum. Libérez votre conscience. Ne soyez pas fâchés avec les... Il y a des gens, on est toujours fâchés là. Ils ne rient jamais. Ils ne sont pas contents.
Méfiez-vous de ces gens-là. Encourageons nos artisans. C'est bientôt l'été. Monica Monichiel. Mhm. Chacun a son problème. Donc, pour être heureux, il faut s'ouvrir aux autres. Il faut chercher de l'autorité. L'autorité, ça veut dire à augmenter ta vue, ton savoir. Tout. Il faut le bon cœur, le cœur léger. Si je meurs aujourd'hui, vous allez quand même dire que il vécut. Hein? Je me rappelle encore quand on était plus jeune, là, on allait suivre les prêches. Moi, j'aimais trop aller à l'église écouter les prêches, surtout quand c'était mon grand-père qui était l'officier. Il parlait plus de 48 langues. C'est pas exagéré. Et, et puis un jour, il accueille un pasteur, et puis le pasteur dit, Jésus prit le pain et le rompit, ou le rompa. Il regarde tout le monde. Il rompit alors. Les gens disent, ne le rompt pas. Personne, les gars suspectent. Parce que le pasteur avait déjà fait trop de fautes. Il avait déjà lâché trop de boulettes. Donc, chaque mot était une faute. Et lui-même est arrivé à douter de lui. Et à un passage de la Bible, il arrive lui-même, il dit, Jésus prit le pain et le rompit. Comme il avait déjà lâché beaucoup de fautes, de vomitorium, de fautes avant, il croyait qu'il a fait une faute. Il dit non, le rompt pas. Le rompira. Donc, soyez détendus, les amis. Soyez heureux. Donc, Jésus prit le pain en se disant, et le rompt pas. Hein? Le rompt. Ouais. Rompt pas, c'est un chanteur gabonais. On a trop de problèmes en Afrique. On veut tout maîtriser. Bonjour le guide. Comment développer l'Afrique? Ah, Rude Boy Rudy. Vous savez, ce que je fais aujourd'hui, c'est un mélange. La religion, pour moi, c'est une école de savoir en réalité. Il faut donner le savoir. Il n'y a pas une religion au ciel et les autres à lire les choses du ciel. Hein? Quand ma grand-mère chantait que là, Ninive, mais tu pouvais croire qu'elle va s'envoler. Alors que Ninive, c'est juste ici en Égypte, là, hein, au désert de l'Israël. Un peu là, en Arabie Saoudite. Alors, donc, comment faire pour développer l'Afrique? Ça ne sert à rien de prendre les paroles. Jésus prit le pain et le rompit. Ça nous avance à rien, le rompit du pain. Pour développer l'Afrique, il faut remettre les gens en confiance. Il faut leur redonner l'autorité, donner de l'amour, donner du savoir. Il faut le savoir. J'ai écouté un jeune prophète qui était en direct, il avait quand même 800 personnes connectées. Moi, je suis à peine à 20 personnes là. Hein? On est combien? Plus de 100. C'est beaucoup. Une église de 100 personnes, c'est trop. Hein? Donc, vous imaginez que le gars, il n'arrive pas à expliquer un truc. Mais comment 800 personnes l'appellent apôtre? Et la dîme était pleine. Hein? Les gens mettaient seulement maître Dimé, avocat Dimé, au barreau du Cameroun. Tout le monde. Je dis, mais comment se font même ces gens-là? J'ai écouté ce qu'il disait en 2 minutes. J'ai failli gerber. Il racontait des conneries. Il racontait des monstruosités. Les savants parlent peu. Hein. Ce que je vous dis là, je ne vous ai rien dit. Je ne peux pas tout vous dire. N'est-ce pas? Wittgenstein est un philosophe allemand qui était très critiqué parce qu'il a critiqué le système, il critiquait l'Église, l'establishment, il a éduqué les Allemands et il disait il faut savoir se taire pendant qu'on parle. Chut, chut. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire au peuple. Et même quand on est dans un média, quand on est en face sur Facebook, chut, il y a des vérités que si tu dis, tu vas chasser tes frères, tes partenaires, tes amis, tes sœurs. Donc, chut. Et c'est là le dilemme aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne peut plus dire des choses. Si je vous parle de la politique en Afrique, vous allez me détester. Parce que j'ai des dossiers, j'ai des choses. Mais j'ai tous des tiroirs, des dossiers secrets, des choses terribles. Nous avons des dossiers qu'on reçoit tous les jours, des services, de tout ça. Si on vous dit comment les pays là en Afrique, surtout centrale, là, sont gérés, vous allez me fuir.
L'argent qui sort de l'Afrique, et pour créer la révolution en Afrique, ça ne sert à rien d'insulter le pauvre qui boit la bière. C'est une erreur. Il faut empêcher, il faut faire l'embargo sur le vin, le champagne, les cigares. Vous allez me dire, si le peuple va bloquer au port les vins et le champagne, qu'est-ce qui va se passer? L'Africain est malhonnête, surtout quand il est riche, il est bien, il est au pouvoir. Ces gens adorent la France plus que nous. Ils adorent Dubaï plus que nous. Ils adorent, ils adorent Istanbul plus que nous. Ils adorent le Canada. Le vin. Est-ce que le peuple boit même? Le peuple boit sa mousse qui gonfle le vent, donne le diabète et amène à l'hôpital. Le peuple boit la régab. Regardez les Gabonais boire. C'est la bière gabonaise. Hein? La bière centrafricaine, c'est quoi? La mocave. Donc, chaque pays africain a une bière coloniale bête là. Hein? Ce mot bête là, je ne sais pas qui m'a injecté ça ces jours-ci. Je n'avais pas ça dans mon dictionnaire. Enfin, je veux dire qu'il y a toujours une fausse bière en Afrique là. Chaque pays africain, il y a toutes les bières importées, mais on lui donne une petite bière pour faire comme si c'est une fierté. Mais c'est des bières toujours les plus médiocres. Hein? Quand tu bois la régab, regardez les Gabonais boire. C'est comme les urines. Et quand tu bois... Non, la Kadji, c'est autre chose. C'est le champagne du pays. Hein? Le Pépé ne parle pas, n'encourage pas l'alcoolisme, mais si les Camerounais étaient un seul chouïa patriote, c'est que tout le monde boit la Kadji. Ceux qui peuvent. Suivez mon regard. Mais je vais encore me fâcher avec mon ami qui est chez Castel au brasserie. Donc, il ne faut rien dire. Le guide, pourquoi la spiritualité est un facteur délicat pour le développement? Pourquoi a-t-elle tant de succès en Occident et aliène les Africains? Faudrait-il qu'on s'attache à notre religion dite africaine? Quelle est la religion africaine en passant? Alors, la religion africaine n'existe pas parce que c'est l'africaine qui est la religion. N'est-ce pas? Je vais vous expliquer quelque chose. Ouais, en Côte d'Ivoire, les gens disent que je dois être ministre même là-bas. Vous voyez, hein? Ne me tuez pas ou ne soyez pas jaloux de moi parce qu'on veut me nommer ministre. Ah, Toussaint Louverture. Alors, je voulais vous montrer une petite image, si vous permettez. Regardez, j'espère que vous allez voir. Partagez, hein? Nous sommes sur une page d'un frère, qui parle de l'Ubuntu. Vous lisez? Il n'est pas noir comme moi, mais c'est un frère. Alors, l'Ubuntu, il dit que je suis Ubuntu et c'est lui qui enseigne l'Ubuntu aux gens. L'Ubuntu, c'est l'homme est au-dessus de tout. Il y a de valeurs sacrées que d'hommes. C'est les Blancs qui créent maintenant aujourd'hui les machines qui nous dépassent. Même les femmes aujourd'hui, tu mets la machine dans ton sac, tu épouses ton petit goat. Les Européens sont venus avec la mécanisation, la civilisation, la voiture, l'avion et tout ce que vous voulez. C'est beau, c'est bien. Mais où est la place de l'homme? En Afrique, la spiritualité, tout ce qu'on fait là, c'est où est ma place? Si le chien a plus d'importance que moi,
Si le robot a plus d'importance que moi, si l'humain n'existe pas, si je fabrique le fusil pour tuer quelqu'un parce qu'il m'énerve, parce qu'il n'a pas la bonne couleur de la peau, parce qu'il ne mange pas, c'est ça. La spiritualité africaine n'existe pas, elle est déjà là parce qu'on est habillé de la toge spirituelle en Afrique. Les repas se mangeaient ensemble, un samba. Tout le monde trempait. Quand on dit Jésus prit le pain et le rompit, mais le rompait là, le rompo là, nous on rompait. On n'avait pas besoin de rompre le pain. Le pain était pour tout le monde là. Et puis le capitalisme est arrivé, l'idée d'aller prendre chez l'autre, d'aller voler, d'aller être plus fort, plus riche, c'est ça qui a dominé et écrasé le monde. Puisque l'autre a commencé à réfléchir. L'intelligence est en train de tuer l'humain parce que l'intelligent veut que tu travailles pour lui. Il utilise ta force, ton énergie. Il crée, il prend ce que tu as créé. Il vient chez toi, il prend le cacao, il te fait cultiver ton cacao. Tu ne le manges pas, il prend, il met dans le bateau, il vient, il travaille, et puis là, je bois ma tasse. C'est ça. La spiritualité est liée donc à la production du capital. Et chaque peuple donc doit muscler ses neurones pour que les enfants ne travaillent pas pour enrichir la tasse de l'autre. C'est ça la spiritualité. Mao a écrit un petit livre, le livre vert de Mao. Bon, pendant qu'on parle, vous faites le maître dîme, hein? Vous faites la dîme aussi. Vous exagérez. Vous bavardez trop. Vous aimez les gens qui vous donnent les trucs. Le livre vert de Mao. Ah, Kadhafi aussi a écrit le livre. Oh. Le livre aussi de Khomeini, hein? L'Iranien. C'est-à-dire, c'est vraiment chaque... Non, Mao, c'était le livre rouge, pardon. Pardon, excusez-moi. Celui qui n'a pas ce livre, celui qui n'a pas ce livre, celui qui n'a pas lu ce livre, ah, l'Afrique a beaucoup de problèmes. Hmm. Je n'arrive pas à vous le télécharger. Donc la spiritualité se crée, les enfants. Voilà le livre rouge. Tous les Chinois récitent les versets là du matin au soir. Le réveil de la Chine est né en 48 avec Mao. Ce livre-là, c'est la spiritualité chinoise. La Chine qui a une longue histoire. Il y a eu tous ces gens-là. Les Confucius étaient là. Confucius même, c'est un nom grec. Donc les Grecs ont colonisé les Chinois, les Anglais sont passés, tout le monde les a écrasés. Mais chaque leader générationnel crée son peuple. Vous voyez donc qu'on n'a pas besoin d'être 1000 pour dire des choses. N'est-ce pas? Alors quand les Africains se mettent là à dire que Jésus prit le pain et le rompit du matin au soir, nous on demande seulement que, mais vous le rompit alors quand? Un pépé au début, mais à présent, vient de lancer les traceurs de rue numérotées. Ça, c'est les détails. C'est la raison pour laquelle on vous écoute pour avoir vos enseignements. Bon, on a fait 1h40. Je reviens le soir, prier pour que j'ai beaucoup de force. Le soir, ça sera personnel et plus mystique que ça. Akeva. Pour ceux qui veulent s'inscrire pour Abidjan, vous m'écrivez une box, vous prenez attache chez une équipe sur place. Pour ceux qui veulent les livres sont là. Les livres sont là. Pour ceux qui veulent se former dans l'académie, parce qu'il faut se former. Le guide est un pépé. Je vous donne les petites écorces là. Vous m'écrivez. Akeva Bank, c'est notre banque. N'ayez pas peur. La spiritualité commence par l'argent, par la finance. Personne ne doit te tenir. Quand quelqu'un te tient, il te tue.
Quand quelqu'un te tient, il te tue. On est là une bonne centaine. Si chacun met 10 dollars, pas pour le pépé, pour vous-même, on peut l'aider lui-même à développer un business. Même en France, en Europe, on a encore des gens qui ont des problèmes de 1000 euros pour commencer un business, un petit truc. Pourtant, l'argent dort. Ça s'appelle une levée de fonds. Akeva Bank sert aussi à lever les fonds, sert à aider les autres, à lever de la richesse, à se développer. Les Africains sont riches, mais ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Un pays de 30 millions d'habitants, on peut demander à chacun de donner 1000 francs. 1000 francs fois 30 millions, ça veut combien? Je ne connais pas les calculs. Vous n'avez pas besoin d'aller au FMI. Le Nigeria a 200 millions d'habitants. 300 millions. Si 300 millions d'habitants donnent 10 naira, ça fait combien pour la Banque centrale, pour les projets des Nigériens? Les Congolais sont 200 millions. Ils vont chercher l'argent en Belgique. La Belgique, c'est un petit quartier de Kinshasa. Mais ils vont tous, 200 millions de Congolais peuvent créer leurs propres finances. On a besoin de personne. Il faut juste mettre le cerveau en marche. Le guide, les guerres tribales se tenaient avant l'arrivée des colons. Comment expliquer ça? Mais parce qu'on est fermé. Parce on n'est pas ouvert au monde. Quand tu ne connais pas l'autre, tu as peur de lui. Le peuple de l'eau nous fait peur. Le peuple de ceci nous fait peur. Vous savez, quand vous êtes à Melong au Cameroun, on parle le Bassa là-bas et le Bakoko. La langue qu'on parle à Melong, avec les gens qui sont venus, qui sont descendus des montagnes, Baganté, Bafan, tout ça, Tchan, Sanchou, ils ont créé à Melong une rencontre entre ce peuple de l'eau et ça donne une nouvelle culture. Et si tu dis aux gens que le royaume Bamoun s'arrêtait à Kekem, le gars dit que non. Donc on refuse même la fraternité. Wadi, tu as raison, surtout les Sénégalais, c'est honte. Le problème est que chacun veut être au-dessus des autres. On reviendra le soir en parler. Partagez ce direct, je vous aime, j'ai des obligations. Je dois coacher hein, un petit groupe là, le petit blanc. Nos frères, ils aiment la culture africaine. Vous n'aimez pas. Allez.